Sud Midi. Monsieur, bonjour, il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Un décès supplémentaire, 86 nouvelles contaminations, dont 50 issues de la transmission communautaire. La Covid-19 poursuit sa percée dans le pays. Les patients sous traitement grimpent à 1284. Plus d'une vingtaine de dossiers sont sur la table du procureur. L'information est de la présidente de l'OFNAC, Seynabou Ndiaye Diakhaté, dit en être fini dès l'instant que ces rapports sont transmis au procureur. Sur l'international, jour de vote au Niger et en Centrafrique, des scrutins présidentiels et législatifs plutôt calmes chez les Nigériens, tout le contraire chez donc les Centrafricains. Dans le pays, des groupes armés ont entamé une descente vers Bangui, la capitale. Et puis après les États-Unis, les 27 pays de l'Union européenne démarrent ce dimanche la campagne de vaccination contre la Covid-19. Les personnes âgées et les personnels soignants seront vaccinés en premier. La rétrospective de l'année nous mènera à Fatick où Ngor Sarr nous fera vivre les moments forts de cette année qui sera suivi de la rétrospective des faits marquants de la semaine. Ce sera avec Josette Kali. Voilà pour les titres. Le développement, c'est après ceci. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Coronavirus au Sénégal, le bilan du jour fait état d'un nouveau décès, 86 nouvelles contaminations, dont 50 issues de la transmission communautaire. Par ailleurs, 55 patients sont déclarés guéris après avoir été contrôlés négatifs au Covid-19. Le point complet du jour, c'est avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1200 tests réalisés, 86 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,17%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 36 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons répertorié 50 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 8 à Kaolack, 6 à Touba, 4 à Dara, 3 à Dakar Plateau et au Mariste, 2 à Grand Dakar, Matam, Mbao et Thiès, 1 aux Almadies, Amitié, Mbao, Cité Biagui, Cité Millionnaire, Darou Mousti, Grand Yoff, Guinguinéo, Louga, Mamel, Mbour, Ouakam, Ouest Foire, Ourossogui, Sacré-Cœur 3, Saraya, Tivaouane Peulh et Yoff. 55 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce samedi 26 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 18 609 cas ont été déclarés positifs, dont 16 936 guéris, 388 décédés et donc 1284 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous faisait le point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Pendant ce temps, le conseil départemental de Mbour participe à la lutte contre le coronavirus et se met au chevet des écoles. Un lot important de tables-bancs est mis à la disposition des établissements scolaires pour le respect de la distanciation physique et les mesures barrières. Voici Elhadj Ngari Dia de la commission éducation du conseil départemental de Mbour au micro de Moustapha Sall. Dans cette dotation, nous avons des tables-bancs qui est, disons, la base, le fondement, parce qu'on a insisté sur les tables-bancs compte tenu de la situation sanitaire. Donc, nous avons mis à disposition des tables-bancs. Nous avons également mis à disposition des
de la forte demande au niveau des écoles. Et quand nous disons école, c'est que nous touchons les écoles du moyen, donc l'ensemble des CEM département et l'ensemble des lycées du département. Et notre dotation touche en fait les deux IEF de Mbour, parce que le département de Mbour, contrairement à beaucoup d'autres départements, nous avons deux inspections en fond départemental. Ce qui fait donc que nos efforts en tant que conseil départemental doivent toucher cette densité éducative qui est en fait sur le terrain. Donc en dehors des tables bancs, nous avons donné des livres qui sont des œuvres au programme dans les CEM et les lycées. Et il y a beaucoup aussi de CEM ou de lycées où il n'y a pas en fait de bibliothèque opérationnelle. En plus de cela, nous avons donné des panoplies géométriques. Étant un pays qui a décidé de s'engager dans les sciences, dans les mathématiques, il est bon que les instruments de mesure soient à la portée des enfants dès le CEM et qu'ils puissent les manipuler. Enfin, nous avons donné des cahiers et en tenant compte notamment des difficultés du point de vue des parents pour l'achat de fournitures, les accompagnant un peu dans ce secteur-là. Le coût s'élève pour les tables bancs à 34 millions et pour les fournitures à 10 millions. Mais vous voyez, en même temps qu'une table banc, si vous donnez ça à un élève, vous contribuez dans la jonction avec le principe sanitaire, n'est-ce pas, de principe barrière, mais en même temps, pour nos écoles, ça crée un autre handicap. C'est que le nombre d'élèves qu'il y a dans cette classe est fortement diminué et vous n'avez pas assez de salles démultipliées pour les remettre là-bas. Donc vous désengorgez la salle, mais vous n'avez pas où mettre les enfants. Ce qui fait que de fait, vous serez obligé de les ramener dans la classe et de les maintenir au moins par 2 par table. Mais au moins là où il y avait 5 par table ou 3 par table, si on réussit à renforcer en table banc et à avoir seulement 2 à 3 par table, pour nous, c'est gérable, parce qu'il faut faire avec l'existant. Donc forcément, les tables bancs seront les bienvenus au niveau de ces établissements. Elhadji Ngari Dia, il est donc de la commission éducation du conseil départemental de Mbour. En santé toujours, mais cette fois parlons du collectif des adhérents pour la défense des intérêts de la mutuelle de santé des agents de l'État de Bombay qui sonne l'alerte. Il accuse donc les responsables de cette mutuelle de mauvaise gestion. Voici les explications de Serigne Bassirou Mbacké. Il est au micro de Adam Ndiaye. Nous avons une mutuelle de santé qui, comme toute autre mutuelle, a pour objectif de combler le 5e dont l'État ne prend pas en charge. Ces agents, bien sûr, ont des familles, des enfants et des épouses. Donc, la mutuelle les prenne au niveau de leur couverture médicale, comme le veut le président de la République qui a prôné pour une couverture médicale totale. Nous avons une mutuelle qui fédère tous les agents de l'État. Et au niveau national, nous pèsons lourd parce que nous avoisinons 50 000 au niveau national, qui cotise 4 000 la moyenne. Et ça nous fait, mine de rien, un budget de 2 milliards par année. Et qui, au finish, est géré par 1-2 personnes qui se disent membres de bureau président-trésorier, laissant derrière eux des administrateurs, des adhérents qui cotisent à la base et qui délèguent des membres pour gérer cette affaire. Donc, il y a un problème de mal-gouvernance, de malversation. Je veux dire, la construction de ces immeubles qui peut-être est utile, bien sûr, mais il y a la priorité. La priorité, c'est la prise en charge des adhérents du point de vue sanitaire. Maintenant, tous les bénéfices peut-être qui restent à la fin du budget peuvent être investis ailleurs. Mais vraiment, l'heure est grave et il est temps d'alerter. Cette alerte ne peut se faire qu'au niveau de la base, parce que ce sont nous qui cotisons notre argent. Des conseillers municipaux de la commune de Passy sont également très remontés contre le maire. Ils se sont donc regroupés au sein d'un groupe de réflexion et d'action dénommé groupe de réflexion et d'action de Passy. Ils interpellent le maire sur le foncier et sa gestion. Ce groupe entend saisir le ministre des collectivités territoriales et demande l'audit de la municipalité de Passy. Bassirou Touré porte leur parole au micro de Mamadou Camara. En 2015, la commune de Passy avait procédé à la vente des porcs non autorisés par les services compétents et que cette somme qui devait apparaître dans la rubrique fourrière dans le compte administratif de 2015, où se trouve l'argent ici de cette vente. Annuellement, l'État appuie aux communes des fonds de dotation et nous avons constaté en 2014 et 2015 ces sommes dites fournitures de bureaux destinées au district sanitaire de Passy d'un montant de 2 millions ne sont jamais arrivées
arriver à destination. Et pourtant, sur le rapport des budgets, alors c'est bien mentionné, prévu et réalisé, ce qui semble à notre niveau être une incohérence. Dans la gestion interne des structures de la commune, complexes et stables, le maire avait destitué le comité de gestion des structures pour mettre sur pied des comités ad hoc qui, selon notre compréhension, ne doivent pas dépasser 6 mois, ont duré plus de 5 ans et ces dites structures ont été confiées à ses proches collaborateurs. Au parfum du scandale foncier, le conseil municipal à la date du 3 du mois d'août de l'année 2020 s'est réuni autour de, entre autres points de l'ordre du jour, installation d'une station-service pour le compte de Shell Vivo Énergie, alors que pour cette même station, le maire de commune de Passy s'est fait établir une autorisation de construire à son nom et non celui de Vivo Énergie à la date du mois d'avril 2020. La convocation du conseil municipal date le 3 août 2020, donc ce qui est une incohérence totale. Que beaucoup de personnes à Passy détiennent des papiers d'attribution de l'eau et parcelles après avoir payé les frais de bornage de 40 000 francs, sans pour autant identifier leur site. À cela s'ajoutent des terrains lotis pour l'extension des quartiers sans autorisation des autorités compétentes dont la DSCOS avait procédé à l'arrestation de ce lotissement irrégulier qu'il n'a jamais cessé. À la récente saison hivernale, Passy était victime d'inondations et a reçu des dons de ciment, de riz, etc. destinés aux sinistrés et dont les bénéficiaires figurent à majorité ses partisans, de même que son chauffeur qui n'est même pas de Passy, en lieu et place des ayants droit. Donc nous avons des documents en preuve de justification. Nous avions appris que la directrice d'Iwa avait donné aux communes de Ndiédiène, Passy, Tchombi, et nous voudrions savoir la suite de ces 100 kits alimentaires de la commune de Passy. Je vous le disais en titre, plus d'une vingtaine de dossiers sur la table du procureur, révèle la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Des dossiers jusqu'ici sans suite. Seynabou Ndiaye Diakhaté dit en être fini dès l'instant que ces rapports sont transmis au procureur. Est-elle à jour face à ses compétences et missions déclarées? Oui, affirme Seynabou Ndiaye Diakhaté. Elle était l'invitée de Bayo Margueil dans Objection de ce matin. Je vous propose de l'écouter. Oui. Élaboré par l'OFNAC. Rapport d'enquête, rapport d'activité. C'est ça. Oui. Les rapports d'activité, c'est les rapports donc qui mettent en revue l'ensemble des activités menées par l'OFNAC durant l'année. Ces rapports sont remis par le président de la République et ensuite publiés par tout moyen approprié. Là, ça entre dans le cadre de notre obligation réditionnelle. Et vous êtes à jour. Et vous êtes à jour. Il ne nous reste que le rapport de 2019 qui est prêt, mais vous savez, la situation qu'on est en train de vivre ne nous permet pas de remettre ce rapport tout de suite. En dehors de ces rapports d'activité, il y a les rapports d'enquête. Oui. Les rapports d'enquête, c'est les rapports issus de nos investigations à la suite de plaintes ou de dénonciations. Alors, ces rapports sont remis directement au procureur de la République. Au nombre de combien, le volume? On a déposé plus d'une vingtaine de rapports au niveau du procureur de la République. Mais ce qu'il faudra noter dans le texte, c'est un argument de texte que j'invoque. Le dépôt du rapport auprès du procureur de la République dessaisit l'AFNAC. Une fois le procureur saisi, nous sommes dessaisis. Donc c'est à lui de répondre éventuellement à une question par rapport aux suites réservées à ces rapports. Oui, justement. Vous savez qu'il y a un principe en droit. J'ai été procureur de la République. Voilà. L'opportunité des poursuites. Donc c'est lui qui apprécie librement la suite à donner à un rapport. Quand vous avez été interpellé, vous lui avez renvoyé la question. Je vous ai remis autant de rapports. C'est ça, non? Et mon travail s'arrête là. S'arrête là. C'est à lui maintenant de faire le reste. Oui. Mais ces dossiers nécessitent quand même une suite. Oui, mais la suite revient au procureur de la République. Nous, on aura fait Est-ce que vous ne trouvez pas un goût d'inachevé de votre travail par rapport à tous ces dossiers qui lui ont été soumis et qu'il n'y a pas de suite? Non, je fais mon travail sans état d'âme. Le reste, oui, ça s'arrête là. On m'a délimité, comme je l'ai dit, un champ de compétences. Donc, je ne peux pas sortir en dehors de ce champ. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, vous pouvez dire à l'opinion, oui, je suis à jour par rapport à mes compétences déclarées? Tout à fait. Tout à fait. J'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail en respectant ces deux piliers, la prévention et la lutte contre
la fraude et la corruption. C'était Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'OFNAC a-t-il le droit d'entendre un ministre? Elle répond par l'affirmative. Et au sujet des 3 plaintes reçues concernant la distribution de l'aide alimentaire aux familles impactées par la Covid-19, l'enquête suit son cours, révèle toujours la présidente de l'OFNAC, Seynabou Ndiaye Diakhaté, qui était l'invitée de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. Sud International. Près d'1 800 000 électeurs centrafricains votent ce dimanche pour élire leur président et députés dans un contexte tendu. Des groupes armés réunis au sein d'une coalition afin d'empêcher ces élections ont entamé une descente vers la capitale Bangui. De violents combats ont éclaté dans l'intérieur du pays où la tenue du scrutin demeure incertaine en raison de l'insécurité. L'ancien président François Bozizé, accusé par les Nations Unies d'être derrière la rébellion, a lancé ce matin en Sango, langue locale, un appel relayé sur Internet dans lequel il déclare fermement cette fois soutenir la rébellion. Il a également appelé les Centrafricains à ne pas se rendre aux urnes. Puis ailleurs, au Niger, quelques 7 500 000 électeurs votent également ce dimanche pour des élections présidentielles et législatives. Les 26 000 bureaux de vote ont ouvert ce matin aux environs de 8 heures. Et une trentaine de candidats sont en liste pour succéder à Mahamadou Issoufou Mohamed Bazoum. Ce dernier arrive au terme de ses 2 mandats et n'est pas candidat à sa propre succession. Et puis en Europe, la campagne de vaccination contre la Covid-19 commence officiellement ce dimanche dans les 27 pays de l'Union européenne. Les doses du premier vaccin autorisé, celui de Pfizer-BioNTech, ont été acheminées sous bonne garde dans les pays et c'est d'abord aux personnes fragiles et aux soignants qu'elles seront administrées. Pour l'instant, seul le vaccin de Pfizer-BioNTech est autorisé par l'autorité de santé européenne. On passe à présent à la rétrospective de l'année consacrée ce jour à Fatick, la pandémie de Covid-19, les dégâts causés par les inondations, le soulèvement des conducteurs de moto Jakarta contre la police après la mort brutale d'un des leurs suite à une opération de rafle sont entre autres faits qui ont marqué la région de Fatick en 2020. Le rappel de tous ces événements, c'est avec Ngorsar. L'année 2020 tire à sa fin avec un lot d'événements dans la région de Fatick. Et c'est la pandémie de la Covid-19 le fait le plus marquant cette année. La région de Fatick vient aujourd'hui d'enregistrer son premier cas de coronavirus. Pour le moment, nous fermons la commune et nous sécurisons l'habitat, c'est-à-dire là où se trouve la famille du malade. Le premier cas a été enregistré le 10 mai dernier dans la commune de Diakhao, plongeant toute une région dans une psychose générale. Le gouverneur a pris la décision de confiner complètement le chef-lieu de la commune et 29 personnes contacts envoyées dans un réceptif hôtelier pour éviter la propagation du virus. Mais malgré le dispositif de lavage de mains partout dans les services, la distribution de milliers de masques aux populations, la fermeture des écoles et des lieux de culte, le virus continue son bonhomme de chemin. Le rapport de la région médicale à la date du 24 décembre fait état de 42 patients suivis au centre de traitement épidémiologique de Fatick, dont 3 hospitalisés, tous issus du district sanitaire de Fatick. 32 patients en PECADOM, c'est-à-dire prise en charge à domicile, 32 pour le district de Fatick, 4 pour le district de Gossas, le district de Diakhao 1 et le district de Foundiougne 1. Les inondations figurent aussi dans le lot des faits saillants de l'année 2020 dans la région de Fatick. Les pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts dans plusieurs communes. Une vingtaine de maisons effondrées à Passy et plus de 100 sinistrés après 120 mm de pluie en une seule journée selon Pape Adama Cissé, maire de la commune de Passy. Nous avons eu une calamité
Plusieurs maisons envahies par les eaux au niveau de la commune de Sokone, dont celle du Khalif. Même décor dans la commune de Palmarin-Fakao qui a pataugé pendant quelques semaines. Ces pluies ont dévasté des champs de mil, d'arachides et de maïs dans la commune de Nioro-Alassane-Tall. Il y a aussi le soulèvement des conducteurs de moto-Jakarta de la commune de Fatick contre la police qu'ils ont incriminé après la mort brutale de leur camarade Lamine Koïta le 9 février dernier suite à une opération de rafle. Ces conducteurs de moto-Jakarta avaient même brûlé le camion de ramassage d'ordures de la mairie. Il a fallu l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur Abdul Aziz Danfakha pour calmer les jeunes. Pour une meilleure manifestation de la vérité, une suite judiciaire plus appropriée sera réservée à cette affaire, notamment l'ouverture d'une information judiciaire. L'immigration clandestine et les accidents de la circulation ont fait également beaucoup de victimes dans la région de Fatick, sans oublier plusieurs personnalités qui sont décédées. Pape Ibrahima Ndiaye, ancien sous-préfet de Koulor dans le Goudouri, Sanguignan, maire de la commune de Thiaré-Ndialgui, Omar Ngaladem, Khalif de Sokone et Serigne Abdoulaye Diom de Diofior. Que la terre leur soit légère. Ngorsar Fatick, Sud FM. Merci beaucoup Ngorsa qui nous donc relatait les moments forts donc à Fatick en cette année 2020. Place à présent à Josette Kali pour nous présenter la rétrospective des faits marquants de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Épidémie de coronavirus, le ministre de la Santé et le comité de gestion des épidémies ont lancé en début de semaine l'acte 2 de la lutte contre la Covid-19 dont la virulence du virus et la multiplication des infections inquiètent. Écoutons à ce propos Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. La deuxième vague nous met dans une situation où il faut absolument faire en sorte que tout le dispositif opérationnel soit réactivé. Effectivement, il se dit que cette deuxième vague est plus virulente. Aujourd'hui, la riposte est une riposte de respect strict des mesures barrières. Donc, l'État du Sénégal est dans cette voie, mais en amont, il faut faire en sorte qu'il n'y en ait pas. C'est pourquoi l'appel qui est lancé aux Sénégalais est véritablement la détection précoce et qui renvoie au respect strict des mesures barrières. La responsabilité individuelle de chaque Sénégalais doit être à ce niveau-là un élément fort de notre économie. Pierre Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'économie, est décédé mercredi à l'hôpital principal de Dakar. Des informations révèlent qu'il a été emporté par la Covid-19. Sitting ce mercredi de la coalition des acteurs de la musique à la place de la nation avec comme slogan « Ouvrir ou mourir » ou encore « Nous voulons travailler ». Ces professionnels des arts et de la culture dénoncent les restrictions prises par les autorités. Amadou Moustapha Dian. Ouvrir ou mourir. Plus qu'un simple sitting, c'était plutôt un barreau d'honneur et d'engagement. Les artistes de la CAM ont voulu démontrer à la face du Sénégal qu'ils sont plus que déterminés à reprendre leurs activités malgré la Covid-19, raison pour laquelle ils ont bravé l'interdiction du sous-préfet et ont tenu leur sitting à la place de la nation. Nous réclamons une ouverture immédiate de toutes les salles de spectacle et lieux de diffusion. À cette même place, les forces de l'ordre ont dû changer de stratégie et encadrer la manifestation. Une manifestation qui a même respecté les mesures barrières car les artistes étaient assis en respectant la distanciation sociale mais en clamant haut et fort qu'ils veulent reprendre leurs activités. Regardez derrière vous, regardez les cars rapides, comment ils sont pleins. Les soirées ne sont pas comme ces cars rapides là-bas derrière vous. Comme les tatas qu'on voit, les soirées ne sont pas comme ça. Donc aujourd'hui, on autorise à tout le monde de travailler.
Mais aux artistes, on leur dit non, c'est à cause de vous que les cas sont en train d'augmenter. Tout le monde a le droit de travailler sur vous. Des gens qui ont investi des années. Pour eux, le droit au travail est sacré et l'on ne peut l'accorder à certains et laisser les artistes en rade. Bien sûr, il y avait plein de concerts prévus, mais je ne suis pas là pour pleurer pour moi, franchement. Il y a des drames beaucoup plus sérieux. Ces artistes disent à qui veut les entendre qu'ils ne quémandent aucune aide ou subvention. La seule chose qu'ils désirent, c'est de reprendre comme il se doit leurs activités. kon nag situation bi ñun ñaanuñu dërëm bëgguñu benn aide li ñu soxla mooy suñuy jumtukaay suñu liggéeyukaay ñu delloo ñu ko rek ñu dem liggéey. Signalons qu'une médiation a été entreprise par le ministre conseiller et artiste de son état Youssou Ndour. À Thiès également, les acteurs culturels ont tenu un rassemblement à la promenade des Thiessois. Justement, au lendemain de ces différentes manifestations, le chef de l'État a octroyé à ces acteurs culturels une enveloppe de 2,5 milliards tout en maintenant les salles de spectacle fermées pour la protection des populations. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Il s'agit de notre pays. Et notre pays, c'est les artistes, plus les chauffeurs, plus les mécaniciens, plus les tailleurs, plus les enseignants, plus tout le monde. Ça, il faudrait qu'on soit d'accord sur ces questions. Mais la priorité des priorités, c'est protéger nos concitoyens. Vous avez un rôle important à jouer comme chacun dans un pays. Aujourd'hui, nous devons tous, encore une fois, quand il s'agit du pays, nous devons tous être devant parce que nous avons un ennemi public qui s'appelle le Covid. Et ça, il faudrait que ça, qu'on introuve. La maladie est là, elle est en train de se diffuser sur l'ensemble du territoire. Les gars, ça appelle le bon sens de tout le monde. Nous avons eu l'écoute et la compassion du chef de l'État qui m'a demandé encore hier de mettre à votre disposition 2,5 milliards. C'est l'information que je peux vous donner. Maintenant, les 2,5 milliards, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait que toutes les structures, vous regroupez, qu'on en parle. Parce qu'ici, quand on parle d'argent, c'est très sensible. Explosion d'un puits de gaz à l'usine d'exploitation de gaz de Forteza à Ngadiagam. L'incendie n'est pas encore circoncis. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était sur place. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était sur place pour évaluer les impacts environnementaux. Abdou Karim Sall, que nous écoutons. Nous avons reçu les explications des techniciens de Forteza qui nous ont rassurés compte tenu du fait que la situation est sous contrôle, qu'il ne peut pas y avoir de dégâts ou de débordements et ça déjà c'est quelque chose de très important. Je voudrais d'abord saluer la présence de la gendarmerie et saluer également la mobilisation des sapeurs-pompiers avec leurs équipements. Il faut dire que dans les prochains jours, tout ce qui a été planifié va être mis en œuvre et d'ailleurs c'est cela qui va permettre de venir à bout de cette flamme qui est arrêtée en amont à travers des mécanismes et des moyens dont les techniciens sont en train d'étudier actuellement. Il y a ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale qui a été fait. Il y a également l'étude d'impact. Nous allons passer en revue toutes les questions liées au plan de gestion environnementale, les recommandations qui ont été faites pour pouvoir mieux accompagner sur le plan environnemental la gestion de ces sites qui peuvent être considérés comme des sites dangereux. Malheureusement, je ne peux pas me prononcer sur les délais. Il y a des demandes d'intervention qui ont été faites par les gestionnaires du site qui ont demandé une expertise ailleurs. Je pense que ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure, que dans les jours à venir, des équipes feront mouvement, seront sur ce site-là pour pouvoir circonscrire le feu et pouvoir l'éteindre de manière définitive. Concernant cette explosion toujours, l'ingénieur qui avait des brûlures lors du démarrage de l'incendie de l'usine samedi dernier a finalement succombé. Décès de Soumaïla Cissé, ancien chef de file de l'opposition malienne. Sa disparition intervient 2 mois après sa libération suite aux 6 mois de captivité dans le nord du pays. Soumaïla Cissé est mort à l'âge de 71 ans à Paris. Cet élément met fin à la rétrospective sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. À 12h passées de 31 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Un décès supplémentaire, 86 nouveaux cas positifs, dont 50 communautaires. Le coronavirus poursuit sa percée dans le pays. Dakar, Kaolack, Touba, Dara, entre autres localités touchées par les nouvelles infections. 32 patients sont admis en réanimation alors que 55 autres sont déclarés guéris ce jour. L'OFNAC a déjà bouclé une vingtaine de dossiers déposés à ce jour sur la table du procureur pour sa présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté
Elle est à jour face à ses compétences et missions déclarées. Seynabou Ndiaye Diakhaté était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Sur l'international, jour de vote au Niger et en Centrafrique, des scrutins présidentiels et législatifs plutôt calmes au Niger, mais ce qui est tout le contraire donc chez les Centrafricains, où des groupes armés ont entamé une descente vers Bangui, la capitale. Et puis après les États-Unis, les 27 pays de l'Union européenne ont démarré ce dimanche la campagne de vaccination contre la Covid-19, la priorité étant donc réservée aux personnes âgées et au personnel soignant. Merci à Hassan Toun qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. À 13h, retrouvez Khady Sène pour l'édition Wolof. Très bonne suite de programmes sur Sen Radio.